Lundi 24 juillet 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, malgré l'ajustement des frais de transport en cette période de vacances, la gare routière Maki d'Indouatapé n'a qu'à prise d'assaut. En effet, plus de 170 voitures ont quitté ce stationnement pour rejoindre d'autres régions ce week-end. Après l'examen du baccalauréat, Mahadzang et Touamas restent les destinations favorites des vacanciers. J'essaie Mireille sur les images de Yves Chanel. Environ 100 voitures partent de la gare Maki d'Indouatapé chaque jour en temps normal, mais après l'examen du baccalauréat, plus de 170 véhicules partent de ce stationnement, notamment ce week-end. Touamas et Mahadzang restent les destinations favorites des vacanciers en cette saison. Comme ces familles qui viennent de France, elles sont venues à Madagascar pour passer leurs vacances à Touamas et à Sainte-Marie. L'ajustement des tarifs de transport à 60 000 arrières pour Mahadzang et 35 000 arrières pour Touamas est également entré en vigueur depuis samedi. De nombreux vacanciers ne se sont pas attendus à cet ajustement, mais cela ne les a pas empêchés de partir, confirme le responsable au sein de ce stationnement. Ce dernier qui a déclaré que ces tarifs reviendront à la normale une fois la période de vacances terminée. Les contrôles de sécurité sont également renforcés étant donné l'augmentation du trafic, selon toujours les informations. Ensuite, de nombreuses organisations, qu'elles se soient religieuses ou sportives, envisagent de se déplacer dans d'autres provinces, notamment pour y effectuer des pèlerinages ou d'autres activités en cette période de vacances. Dans ce sens, la DGSR a rappelé au public la réglementation de la circulation routière selon laquelle seuls les véhicules autorisés pour le transport de personnes peuvent le faire. Reportage avec Mirvoul Esfir. En cette période de vacances, environ 170 taxis-brousses par jour partent de la gare Maki d'Indouatapé. Il y a aussi ceux des régions qui transportent les enfants catholiques en vue de la célébration de la Journée nationale des enfants, ou JNE, et jusqu'à 60 voitures arrivent dans la capitale à cet effet. Face à cela, la DGSR appelle les transporteurs à respecter toutes les consignes et conditions qui ont été établies pour éviter les accidents, notamment le respect de la limitation de vitesse. En revanche, tous les véhicules qui transportent des personnes en dehors de leur zone d'exploitation doivent passer une visite technique spéciale, même s'ils disposent encore d'une visite technique valide. Le fait d'effectuer cette visite spéciale permet l'obtention d'une autorisation spéciale. Parmi les véhicules pour lesquels la DGSR a porté une attention particulière figurent également les 2 roues. Il a été constaté récemment que le nombre d'accidents de la circulation pour les 2 roues a augmenté, notamment en raison de la consommation d'alcool et de l'excès de vitesse. Ainsi, la DGSR lance un appel à tous les conducteurs de 2 roues à respecter le code de la route. Les conditions et modalités particulières de cette période de vacances sont réalisées conjointement par la DGSR, le ministère des Transports et de la Météorologie, l'Agence des Transports Terrestres, la TT, la Gendarmerie nationale et la Police nationale. La RN4, qui figure parmi les routes nationales primaires les plus fréquentées, notamment en cette période de vacances, est actuellement en pleine réhabilitation, et ce depuis déjà quelques temps. Selon les informations du ministère des Travaux publics, la réhabilitation devra s'achever d'ici la fin du mois de novembre. Et afin d'assurer la durabilité des routes, la qualité sera exigée par le ministère. Reportage. L'état de la RN4, de même que celui de la RN2, laisse à désirer. Elles ne sont même pas dignes d'être qualifiées de route nationale, notamment suite au passage des derniers cyclones à Madagascar cette année et l'an dernier. Afin de trouver des solutions à ces problèmes, un conseil des ministres spécial s'est tenu le 7 juillet dernier pour discuter des travaux de réhabilitation de ces routes nationales et d'autres portions de rues de la capitale. Ainsi, il a été décidé que des travaux de réparation de ces routes débuteront et seront effectués le plus vite que possible. Ainsi, la RN4 est actuellement en pleine réhabilitation, et ce, depuis le 20 juillet dernier, partant du PK 28 jusqu'au PK 505. D'un côté, la réhabilitation des routes coupées suite au passage des cyclones à Madagascar et la réhabilitation des points noirs et axes en piteux état débuteront également.
notamment la construction de chaussées bétonnées à Maïvatanan au PK 214 et après le croisement de Bévelin au PK 378 plus 800, ainsi que la construction de dallos métalliques et la réhabilitation de tous les points métalliques sur cet axe. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à travers le projet CERC et PDDR. Il convient de noter que des organisations ont été déjà mises en place et la route ne sera pas coupée durant la réalisation des travaux jusqu'à la fin du mois de novembre, date prévue de l'achèvement des travaux de réhabilitation. Par ailleurs, le ministère des Travaux publics mobilise ses techniciens dans les contrôles des travaux de réhabilitation. Dans un tout autre sujet, les 2 directeurs généraux par intérim de la JIRAMA ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière après l'équipe en charge de l'électricité d'Antananarivo à cause de la coupure de courant imprévue de dimanche dernier durant l'émission spéciale du chef de l'État. 2 ressortissants étrangers sont les derniers retenus pour le recrutement du manager de redressement de la JIRAMA. Les releveurs de la JIRAMA reprendront leurs fonctions et il n'y aura plus d'auto-relevé ni de consommation estimée selon le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures en fin de semaine concernant les stratégies de redressement de la JIRAMA. Nadera Koutmav sur les images de Nzar Hadjiansou. Depuis le mois de décembre dernier, les directeurs généraux par intérim de la JIRAMA ont été changés tous les 1 à 2 mois selon les stratégies mises en place au sein de cette société dans le cadre de son redressement selon les explications. Cela fait plus de 3 mois que les 2 directeurs généraux par intérim ont été à leur place. Le ministre de l'Énergie a ainsi décidé de les abroger ainsi que l'équipe en charge de l'électricité d'Antananarivo face à l'incident du dimanche 16 juillet dernier. Il est temps de changer l'équipe car la JIRAMA a besoin d'un nouveau souffle et nous avons donné la chance à chaque responsable de prouver qu'ils sont efficaces ou pas. L'enquête est en cours face à cet incident de dimanche et je dois prendre une décision et prendre mes responsabilités, donc nous avons pris la décision de changer l'équipe car le travail doit continuer selon le ministre de l'Énergie. Outre le domaine technique, le domaine commercial de la JIRAMA connaît également des lacunes selon Soulonjamanapsou. Des lacunes dont se plaignent les abonnés de la JIRAMA, notamment le fait de ne pas recevoir de facture à temps, mais aussi du surcoût de leur consommation mensuelle sans qu'il n'ait d'explication. Selon le ministre, il a mené son enquête au niveau de quelques agences de la JIRAMA. Certaines ne distribuent pas les factures et plus de 1700 factures sont accumulées au niveau des agences. Ainsi, il y a plus de 7 cartons de factures non distribués, comme le cas d'Itos. Cela engendre de graves conséquences au niveau des abonnés de la JIRAMA, selon le ministre. Alors le ministère a décidé de remettre en fonction les releveurs de consommation et de supprimer les autorelevés et les consommations estimées. Et pour les abonnés qui ont vu leur consommation doubler, les responsables se doivent de leur expliquer en détail les raisons de cette augmentation et d'améliorer leurs services. Les réponses pleines d'arrogance sont inadmissibles selon le ministre. Par ailleurs, de ressortissants étrangers sont les 2 derniers retenus pour le recrutement du manager de redressement de la JIRAMA. Ce sont les 2 personnes qui ont répondu à tous les critères établis par le cabinet de recrutement international. Elles sont expérimentées dans le redressement d'une entreprise, ont des expériences en Afrique et connaissent bien le pays selon le ministre. L'un de ces ressortissants étrangers sera alors recruté et se chargera de la JIRAMA pendant 2 ans. Il reste une dernière étape avant le recrutement. Concernant la coupure de courant au niveau d'Itos en particulier, et dont le président de la République a affirmé que le problème sera résolu en 1 mois, 7 transformateurs seront changés, dont 5 ont été déjà changés actuellement. Un nouveau câble sera également installé relié à la centrale d'Anouzat pour renforcer la fourniture d'électricité de cette partie de la ville, selon le ministre. Toutefois, cela n'empêchera pas les pannes techniques, souligne-t-il. La délégation de la SADC est arrivée à Madagascar pour rencontrer les partis politiques et la société civile. Ils discuteront de la situation de Madagascar avant les élections qui se tiendront le 9 novembre et 20 décembre 2023. À partir d'aujourd'hui jusqu'à 1er août 2023, les émissaires de la SADC séjourneront à Madagascar et la SADC évalueront ensuite les propositions des acteurs politiques. Selon toujours la SADC, le but est de faire une élection qui respecte la Constitution et l'objectif est une élection propre, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous.
Le pape François a nommé Monseigneur Gustavo Bombin Espino, qui a été évêque de Maitland, comme archevêque de Touliard. Cette nomination est la 6e nomination épiscopale faite par le Vatican pour Madagascar cette année. Jusqu'à ce jour, 3 diocèses n'ont toujours pas d'évêque après le transfert des évêques et attendent ainsi la nomination dans le diocèse d'Ambatondjazak, le diocèse de Murumbe et le diocèse de Maitland. Sich Khanchianasi. Les nominations au sein de l'Église catholique se sont succédées au cours de ces derniers mois. En effet, après la nomination de Monseigneur Pascal Adjiatsouavn, ancien évêque adjoint du diocèse d'Antananarivo, comme évêque d'Antirabé le 8 juillet dernier, Monseigneur Gustavo Bombin Espino, évêque de Maitland, vient d'être nommé archevêque de Touliard par le pape François le 22 juillet dernier. Monseigneur Gustavo Bombin Espino succède à Monseigneur Fulgence Rabéoun, qui prend également sa retraite. Pour cette année 2023, 6 nominations d'évêques ont eu lieu. Tout d'abord, Monseigneur Jean de Dieu Wilson, qui succède à Monseigneur Odor Azanakouln. Ensuite, la nomination de Monseigneur Akoudzona Jean Nicolas comme évêque adjoint du diocèse de Murundav. Monseigneur Fabien Rarlambounien, qui a remplacé Monseigneur Jean-Claude Rangianarsou, qui a également pris sa retraite, et Monseigneur Pascal Adjiatsouavn, évêque adjoint du diocèse d'Antananarivo, qui a été nommé évêque d'Antirabé. À noter qu'il y a 3 diocèses qui ne disposent pas encore d'évêque jusqu'à présent, notamment le diocèse d'Ambatondjazak, dont l'évêque qui a été nommé archevêque d'Antananarivo, le diocèse de Murumbe, dont l'évêque vient d'être nommé évêque de Mahajang, et le diocèse de Maitland, dont l'évêque vient d'être nommé archevêque de Touliard. Quant à l'archidiocèse d'Antananarivo, son nouvel archevêque a été reçu samedi dernier à la cathédrale d'Andoual et son intronisation aura lieu le dimanche 30 juillet. Page culturelle pour continuer, Maléo, Samuel, Princio, les 3 sous les feux des projecteurs ce dimanche au CCIVAT. Un concert intitulé Rêve Rêve Moudma Songe a rempli le parking avec un public de différentes générations. Le spectacle a duré des heures car en plus de la participation de chaque groupe, Dame, Bécout, Princio et Samuel ont chanté ensemble quelques morceaux du groupe Maléo, de Princio et de Samuel. Les détails avec Sylvain, Secharangianov et Hassan Rafal Zanari. Les amateurs de guitare, de folk et de chansons à texte se sont donné rendez-vous au CCIVAT ce dimanche. Un événement unique étant attendu avec la participation de 3 grands groupes. Princio a ouvert le bal avec les chansons qui l'ont rendu célèbre depuis 2009. Samuel a par la suite chauffé la scène avec ses titres sur les lèvres de toutes les générations. Ce fut enfin l'apothéose avec le groupe Maléo, Bécout et Dame avec les descendants du groupe appuyés par des musiciens sont montés sur scène. Néanmoins, auparavant, Dame, Bécout, Princio et Samuel ont surpris le public en interprétant ensemble les medleys composés de Darline de Princio, Kalakil de Samuel ainsi que Rafurunjeu et Bemlang de Maléo. Des milliers de fans ont répondu à l'appel de Maléo, Princio et Samuel. Les enfants et jeunes participants du concours de chant La Voix d'Or étaient parmi ceux qui ont assisté à l'événement. Ils ont été amenés par Viva, qui est aussi sponsor du Rêve Moudma Songe au CCIVAT. Passons à présent aux actualités internationales. La Russie a dit lundi avoir neutralisé le drone ukrainien à Moscou durant la nuit, dont un s'est écrasé près du ministère de la Défense qui a affirmé avoir déjoué un acte terroriste de Kiev sur la capitale russe. Reportage sur les images de France 24. Cet immeuble, situé près du ministère de la Défense, porte les stigmates d'une attaque de drone selon Moscou. 2 appareils ont été abattus dans le ciel de la capitale avant de retomber sur des bâtiments non habités. Il n'y a pas eu de blessés selon les autorités. Je me suis réveillée à cause de l'explosion et des tremblements. J'ai eu très peur. Il y a eu d'abord un petit bruit, puis un plus fort. On a compris que c'était les bureaux, cet immeuble-là. Moscou accuse l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque, tout comme celle qui aurait visé cette nuit un dépôt de munitions en Crimée occupé. En Ukraine cette fois, dans la ville d'Odessa, les attaques russes ont continué. Un hangar céréalier a été détruit cette nuit, mais la ville est particulièrement traumatisée par les frappes meurtrières qui ont touché le centre-ville ce week-end.
Près de 50 bâtiments ont été endommagés, dont 25 monuments architecturaux et le centre historique, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Odessa est une ville stratégique pour le transit des céréales ukrainiennes qui partent vers l'étranger. Les tensions ne cessent de grimper depuis l'expiration la semaine dernière d'un accord céréalier essentiel pour la sécurité alimentaire de nombreux pays. Et au lendemain d'élections qui n'ont pas permis de dégager une majorité, l'Espagne se trouve lundi dans le flou. Le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, et son rival conservateur étaient au défi de trouver une formule pour gouverner et éviter ainsi de nouvelles élections. France 24. L'élection de tous les perdants. Après une soirée électorale extrêmement serrée, aucune majorité absolue ne se dégage des urnes en Espagne. Le Parti populaire, principal parti de droite, arrive en tête avec 136 des 350 sièges de la Chambre basse du Parlement. Vient ensuite le Parti socialiste en rouge avec 122 sièges. Mais même avec les 33 voix de Vox, le parti d'extrême droite, le bloc de droite ne semble pas en mesure de former une coalition. Le Parti socialiste de Pedro Sánchez, lui, a fait un score supérieur à ce que prédisaient les sondages. Il va jusqu'à parler d'une défaite de la droite. L'Espagne a été très claire. L'Espagne et tous ses citoyens qui ont voté ont été très clairs. Le bloc rétrograde, qui proposait une abrogation totale de tous les progrès réalisés au cours des 4 dernières années, a échoué. Pour le leader de la droite, Alberto Núñez Feijóo, il est inimaginable que Pedro Sánchez conserve le poste de président du gouvernement après de tels résultats dans les urnes. Aucun président du gouvernement espagnol n'a gouverné après avoir perdu les élections. Par conséquent, mes chers amis, il m'appartient d'essayer. Nous sommes l'option alternative et c'est ce que je ferai. Difficile à présent d'imaginer un scénario stable. Le jeu des alliances pourrait être favorable à la gauche. Pedro Sánchez serait en mesure de rassembler 172 députés et reconduit au pouvoir si le parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont lui accorde ses voix. Dans le cas contraire, l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation de blocage et être condamnée à un nouveau scrutin. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Jérusalem pour protester contre le projet de réforme, tandis que des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv en soutien au gouvernement. France 24. Des dizaines d'Israéliens allongés sur l'herbe à côté de leur tente. Nous ne sommes pas dans un camping, mais bien à quelques centaines de mètres de la Knesset, où ses opposants à la controversée réforme judiciaire se sont installés, histoire de maintenir la pression sur Benyamin Netanyahou à la veille d'un vote crucial pour l'avenir de leur pays. Certains ici ont quitté leur vie d'avant, leur emploi. Ils ont tout laissé derrière eux, ils sont venus ici. Et on restera ici jusqu'à ce que cela s'arrête. On ira jusqu'au bout. Parmi ces Antilles, certains ont participé à la marche historique partie de Tel Aviv ces derniers jours. On a marché des jours et des nuits et on est arrivé hier ici à Jérusalem. Là, on a ouvert une sorte de ville de tentes. C'est notre ville de tentes pour femmes en rouge. On va rester ici aussi longtemps qu'on aura besoin pour défendre notre démocratie. À Tel Aviv aussi, les drapeaux israéliens sont de sortie, mais cette fois, ce sont les pro-réformes. À la tribune, plusieurs ministres venus soutenir le texte, mais aussi Benyamin Netanyahou, opéré samedi soir pour la pose d'un pacemaker. Selon les médecins, son état de santé est bon. À l'hôpital, le chef du gouvernement a reçu la visite d'Isaac Herzog. Le président de l'État hébreu lui a une nouvelle fois répété sa demande, faire marche arrière, sans résultat. Comme vous le voyez, je vais bien. Nous poursuivons nos efforts pour compléter la législation, ainsi que nos efforts pour le faire par consensus. Mais en tout cas, sachez-le, ce lundi matin, je rejoindrai mes collègues à la Knesset. Si la réforme est bien votée ce lundi, le plus grand syndicat du pays annonce d'ores et déjà une grève. De très nombreux soldats, eux, brandissent la menace de faire défection. Combien serait-il? Avec quelles conséquences pour la sécurité d'Israël? Une chose est sûre, le pays plonge ce lundi dans l'incertitude.
Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.